Bien, bonjour, mesdames, messieurs. Je suis d'abord ravi de voir qu'il y a parmi cette belle assistance autant de personnes du vivier de crise de l'IRSN. Merci à Madame Superville, ancienne directrice de la crise, Christophe Gariel, qui est directeur général adjoint, et puis bien sûr toutes les autorités de l'IMDR qui sont là et avec qui nous allons construire cette journée. Alors, j'étais un peu circonspect, perplexe, lorsqu'on m'a demandé de faire cette introduction sur les idées reçues. Voyage au pays des idées reçues sur la gestion de crise. Le sujet est passionnant, certes, et en même temps, ça laisse quand même assez perplexe quand vous parcourez le programme de la journée et les idées reçues proposées à l'étude. Bon, néanmoins, Lubrizol pourrait être, j'allais dire, une sorte de phare, illustrant bien tout ce que les idées reçues peuvent évoquer pour nous aujourd'hui. Mais c'est trop récent, donc je vous propose de laisser Lubrizol pour une autre fois et nous attacher à des choses, j'allais dire, plus posées, plus maturées. Je vais, dans cette introduction, travailler sur Fukushima, et Fukushima vu sur place. Effectivement, si on m'a demandé d'introduire cette séquence, c'est que j'ai quelques expériences opérationnelles à mon actif. Après une carrière d'officier dans l'armée de terre, j'ai, en plus des opérations militaires, participé à des opérations de sécurité civile. Et notamment, j'étais chef du détachement français à Fukushima. Alors, je vais utiliser cette expérience pour illustrer la pertinence des idées reçues que nous analyserons tout au long de la journée, et aussi l'impertinence de ces idées reçues, à tous les sens du terme. Et donc, je les ai fait passer au crible de cette expérience de gestion de crise de Fukushima en essayant de vous faire participer à cette expérience-là. Donc, je vous rappelle, mars 2011, séisme, puis problème majeur sur cette centrale de Fukushima Daiichi. Alors, la première idée reçue, on est capable de tout maîtriser si on a tout prévu. Donc, j'arme mon détachement pour Fukushima sur, évidemment, de ma capacité sécurité civile à réaliser ce genre de mission, avec des procédés très rigoureux, aussi bien dans la recherche des personnels indispensables à réaliser cette mission que dans le matériel qui doit réussir à nous mettre à l'aise sur une mission de ce type. Évidemment, c'était une mission de recherche de victimes, sauvetage des blêments. Donc, on est capable de tout maîtriser si on a tout prévu. Ça commençait mal, en fait, dès l'arrivée à l'aéroport. La moitié du détachement ne voulait plus aller sur cette mission. Je vous parle assez vrai, je vous donne vraiment une expérience réelle de cette mission Fukushima. Parce que, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y avait un risque nucléaire majeur ou radiologique majeur. Donc, on a tout prévu, mais même en ayant tout prévu, on ne pouvait pas imaginer une telle fragilité de la moitié du détachement au moment du départ. Donc là, première leçon, même quand on a tout prévu, il faut s'adapter, il faut improviser, il faut convaincre. Donc, dans mon rôle de chef de détachement, il n'était pas question que je parte qu'avec la moitié de l'équipe, j'avais besoin de tout le monde. Donc il me restait 20 minutes avant l'arrivée du ministre qui venait nous souhaiter la bienvenue. Et là, vous voyez, ce n'était pas du tout comme prévu. Et il m'a fallu convaincre pour que tout le monde vienne. Donc ça, c'est une première surprise. On a beau tout prévoir, ça ne marche pas comme ça. Alors deuxième surprise, parce qu'évidemment, on avait prévu aussi tout notre matériel, notamment pour une crise qui semblait aller vers le radiologique,
les comprimés d'iode. Et les comprimés d'iode étaient bien rangés dans des cartons au milieu du fret qui allait être embarqué dans l'avion. Et c'est là où on peut être surpris, malgré une rigueur d'organisation. Le pilote vient me voir, en tant que chef de détachement que j'étais, et me dit « l'avion est trop lourd, on ne peut pas décoller ». Alors, quand vous êtes sur une opération de ce niveau-là, vous vous dites, ça, c'est quand même bizarre, quoi. Je ne peux pas emporter le matériel que je souhaite emporter pour aller réaliser ma mission de sauvetage. C'est quand même incompréhensible. Bon, et il me propose une solution, on enlèvera une palette. Comme ça, on baisse un certain nombre de centaines de kilos et l'avion peut décoller. Bon, je trouvais cette idée un peu surprenante, mais on n'avait pas trop d'autres options. Enfin, j'en avais une autre, mais je vous en parlerai après. Du coup, on a enlevé une palette. Ce que je ne savais pas, c'est que par mesure de précaution, lui, il m'a dit une, mais il en a enlevé deux. Donc ça commence à faire beaucoup de surprises. Hein. Et on est parti avec nos 2 palettes en moins. Et évidemment, à l'arrivée, dans les 2 palettes, il y avait nos fameux comprimés d'iode qui sont restés à Roissy, hein, sur le tarmac. Voilà. Donc, deuxième surprise. Troisième surprise, au moment où nous réunissons l'ensemble, moins les 2 palettes de matériel et que nous les chargeons sur les camions, un journaliste s'approche et me montre sur son iPhone la fusion des cœurs des 2 premières tranches qui fondaient. Alors ça changeait quand même un peu la donne. C'est-à-dire que nous venions de passer la nuit à essayer de déterminer s'il y avait un risque ou pas et quelle était l'importance du risque à aller de Tokyo jusqu'à la région de Sendai, où nous avions nos recherches à côté de Fukushima. Et là, tout d'un coup, en quelques secondes, tout bascule. On avait beau avoir tout organisé sur le moyen terme et la veille même, quelques heures avant, et ben voilà, la donne change et il faut décider. On était là pour aller secourir des gens, on est parti secourir des gens, donc on est quand même parti, bien évidemment. Mais pas du tout comme prévu. Mais heureusement, avec un calcul puissant d'un de nos grands ingénieurs, en fait, il nous expliquait que comme l'autoroute montant vers le nord était entre 2 collines, le nuage radiologique passerait au-dessus de nous. Moi, je trouve ça formidable. Donc j'étais très heureux de ça parce que en fait, je préférais qu'il passe au-dessus de nous. Vous voyez, je ne sais pas si vous sentez un petit peu le truc, mais je trouvais ça mieux, en fait, intuitivement, quoi. Bon, évidemment, en fait, un courant météo un peu différent a rabattu les vents, hein, voilà. Et le nuage, en fait, s'est engouffré dans cette vallée où passait l'autoroute et nous avons traversé le nuage radiologique qui était complètement écrasé juste au niveau de l'autoroute. Donc voilà encore une petite différence. Donc tout ça pour dire que je pense que cette idée reçue, on est capable de tout maîtriser si on a tout prévu, c'est vrai en partie. Hein. Mais il y a tous les aléas de la crise qui font qu'il faut quand même un petit peu s'en méfier. Alors deuxième idée, je sais bien que c'est là je mets un petit peu, j'allais dire, de couleur à l'emploi du temps. Hein. C'est tout ce que je souhaite faire. Hein. Ce sera ça mon introduction. Si on a déjà connu la situation, on saura gérer. Alors, j'étais assez convaincu de ça aussi, hein, parce que lorsqu'on est, j'allais dire, dans la sécurité civile, on est un adepte de l'entraînement, de la formation d'abord, de l'entraînement ensuite, du drill. Il faut être prêt à réagir sur des interventions majeures, hein, de sécurité civile et sur des catastrophes majeures. Donc il faut s'entraîner. Alors, pour Fukushima, qui me semblait être une opération d'ampleur, j'avais décidé de prendre la même équipe qu'en Haïti quelques mois plus tôt, 10 mois plus tôt. Là, on avait eu un bilan extraordinaire, on avait fait du sauvetage des blêments de haut niveau, on avait sauvé un nombre important de personnes, ça me paraissait absolument adapté. Si on a déjà connu la situation, on saura gérer. Sauf qu'en fait, le Japon, c'est pas du tout Haïti. Haïti, on a trouvé des gens sous les décombres 14 jours après le tremblement de terre, donc des survivants qui sont restés sans rien d'autre que quelques ruissellements d'eau ou autres,
sous les décombres et qui ont survécu. Alors, juste pour l'anecdote, hein, pour commencer la journée, il y a un certain, il s'appelait Jack, je crois. Lui, le tremblement de terre à Haïti l'a surpris alors qu'il était dans un supermarché et il achetait de la bière. Et, et en fait, au moment où le supermarché s'est effondré sur lui, il s'est retrouvé écrasé au milieu des bières Guinness. Et il a survécu, lui, 12 jours en buvant de la Guinness. Et en fait, il en concluait que la Guinness sauve. Vous voyez, donc, si jamais vous avez un problème un jour, prenez une petite Guinness. Alors là encore, en fait, le Japon, c'est pas du tout Haïti. Et quand il y avait un ressenti de température de -20, les gens ne survivent pas 14 jours. En fait, ils meurent en quelques heures, voyez-vous. De la même façon, l'eau, ça n'a rien à voir avec un tremblement de terre comme Haïti où les gens sont dans des poches de survie. Hein, en architecture, vous avez des poutres majeures qui, lorsqu'elles s'effondrent, en fait, de part et d'autre, créent des poches de quelques dizaines de centimètres où vous avez des survivants qui sont posés de chaque côté de ces poutres, par exemple, quoi. Donc c'est bien là, c'est ces poches de survie qui permettent de trouver des survivants dans des tremblements de terre majeurs. Et à la différence du Japon, où en fait, plus que le tremblement de terre, c'est le tsunami, hein, qui a tué près de 20 000 personnes. Et là, c'est assez binaire, en fait. Soit la personne est au-dessus du niveau de l'eau, elle est sauve, et elle, quelque part, elle peut se secourir quasiment seule, soit elle est en dessous du niveau de l'eau, elle est noyée. Donc les chances de trouver des survivants étaient infimes. Et d'ailleurs, on n'a pas trouvé de survivants. Vous voyez. Et là, psychologiquement, c'est très dur. Hein. Donc, on était parti sur cette idée reçue. On a déjà connu la situation, on saura gérer. Mais on n'a pas su gérer, en fait. On n'a pas trouvé de survivants parce que c'était une situation du même type uniquement, mais pas la même situation. Et je crois que les situations sont toujours un peu différentes. Troisième idée. La crise est nécessairement provoquée par un événement grave, urgent ou complexe. Je laisserai là l'équipe travailler sur ce sujet. Je n'ai connu que ce type de situation grave ou complexe, donc je n'ai pas trop d'avis. Pour gérer la crise, il suffit de communiquer. Quatrième idée reçue. Alors, au début, ça a été, c'est vrai, au Japon, à Fukushima, et les journalistes m'ont même carrément aidé, mais de façon un petit peu particulière. C'est-à-dire que lorsque j'arrive sur Sendai, je rencontre un journaliste de France 2 et qui me dit « je dois absolument rentrer en France, je dois absolument rentrer en France ». Donc j'étais un peu étonné, je pensais qu'il venait m'interviewer, en fait c'était pas du tout ça. Il voulait juste rentrer, il m'explique son truc, ma voiture, voilà, elle est là, mais j'ai plus de carburant, il n'y a plus de carburant au Japon parce que toutes les pompes sont électriques, il n'y a plus d'électricité. Mais ça, je garde ça après pour la table ronde, le chaos. Et je lui dis, bah, très bien, mais moi, j'ai pas de téléphone. Donc, en fait, peut-être qu'on peut échanger un jerrycan de gasoil contre ton téléphone. Et ça lui a bien plu, moi aussi, hein, d'ailleurs, parce que bon, au Japon, à l'époque, c'était 3G ou 4G, je sais plus. Et dans la sécurité civile, vous savez, les services de l'État, on avait un petit téléphone à clapet. C'était pas, ça n'a pas beaucoup changé, je crois, aujourd'hui. Mais donc, on n'avait pas de téléphone moderne qui fonctionnait, donc on était sans liaison. Et on a fait ce deal. Donc, vous voyez, au début, c'était vrai, il nous a plutôt aidés. Enfin, on l'a aidé aussi, hein, bon, très clairement. Par la suite, ça a été plus compliqué. Donc, il suffit de communiquer. Alors, je suis assez d'accord avec ça quand on a des choses à communiquer, quoi. C'est-à-dire que en Haïti, quand vous sauvez tous les jours, vous sortez des gens des décombres, là, les journalistes, c'est facile de les aborder en donnant un peu votre bilan, etc., etc. Quand au Japon, c'est un peu la cata, que ça s'aggrave à chaque minute, à chaque heure, bah, la gestion par la communication, vous préférez plutôt en fait ne pas trop les rencontrer, les journalistes, parce que vous êtes bien embarrassés, quoi. Donc ça, voilà, c'est encore une fois, j'essaie de vous passer un peu le ressenti de cette affaire. Idée reçue avec les meilleurs experts, on saura gérer. Alors ça, je pense que c'est évident, hein, c'est évident, quoique, bon, je ne peux pas résister à l'envie de vous parler de ma théorie de l'œuf à la coque.
Alors, on était au Japon et il fallait prendre une décision importante sur un itinéraire et savoir quel était le bon itinéraire. Donc, on partait le lendemain matin, 5 heures du matin, et là, je convoque mes experts. J'avais beaucoup d'experts. Vous savez, dans des missions majeures comme ça, le gouvernement veut vous aider, donc vous donne plein d'experts. Trop d'experts. Donc dès que vous croisez quelqu'un, il vous dit je suis expert. Alors là, c'est très embêtant parce que généralement les experts, ils expertisent mais ils décident pas beaucoup. Et vous avez besoin de gens qui vous aident à décider. Donc bon, voilà. Et bah, c'était le cas en fait. Donc je leur dis voilà, mission pour vous. Vous avez des termes un peu militaires comme ça. Mission pour vous. On part à 5 heures demain, donc je voudrais savoir quel est le meilleur itinéraire en termes de radioprotection. Donc faites vos calculs. Et puis, bah, disons dans 30 minutes, hein, il est 20 heures, à 20h30, vous me donnez vos résultats. J'ai vu personne à 20h30. J'ai vu personne à 22 heures. Bon, après, j'avais bien envie de me coucher quand même, donc je suis parti voir. Il dit, ah non, on n'a pas fini, oh là là, c'est très compliqué, vous savez, la radioactivité, c'est un truc, c'est balèze, hein. Donc, il va falloir nous donner un peu plus de temps. Bon, à 2 heures du matin, là, je me suis mis avec eux, on a continué à réfléchir et ça ne débouchait pas. Et puis, en fait, il y avait plusieurs hypothèses. La première, c'était pas possible. La deuxième, c'était catastrophique. Et puis la troisième, fallait pas y songer, quoi. Mais bon, si vous voulez, ça m'aidait pas beaucoup parce qu'on devait partir quand même, quoi, hein. Donc j'ai décidé de faire une pause parce que parfois les plus puissants experts, il faut leur faire une pause et puis leur permettre de se ressourcer. Et du coup, je leur dis on arrête, on fait un quart d'heure de pause, on réfléchit. Et puis, et à ce moment-là, je leur dis à propos, puisque vous êtes tous là, que vous êtes très savants, pouvez-vous me dire combien de temps faut-il pour cuire un œuf à la coque? Et alors là, c'était magique, parce que tous mes experts sont repartis. Bah, ça dépend de l'altitude, de l'épaisseur de la casserole, de la consistance de l'eau, etc. Je dis, écoutez, de toute façon, cet œuf, on va le cuire, hein, et qu'il soit bien cuit ou pas cuit, on va le manger. Alors vous allez me donner un temps, 4 minutes 30, je m'en fous. Vous me donnez un temps, et puis on va cuire l'œuf, d'accord? Et puis, pour le trajet demain, on va faire pareil. Vous voyez. Donc, tout ça pour dire que, oui, avec les meilleurs experts, on saura gérer, mais il faut quand même un petit peu, un moment, y aller, quoi. Vous voyez, décider. Voilà. Les médias et les réseaux sociaux sont toujours des ennemis en cas de crise. Bah alors, et ce sera, je m'arrêterai là. En première approche, ça a été très vrai, puisque les médias, en fait, j'en avais 8 dans l'avion au moment de partir à Fukushima, et plutôt que d'enlever une palette, en fait 2, j'ai proposé à la personne du ministère des Affaires étrangères qui m'accompagnait et qui malheureusement finançait l'opération. Donc il avait quand même son mot à dire, puisque c'est lui qui payait. Bah moi j'ai une meilleure solution que d'enlever une palette. On va enlever 8 journalistes, hein. Ils ne seront pas tellement utiles en fait sur place pour sauver des gens. Et en fait, ça fait à peu près le même poids. Donc c'est ça ma solution. À ma grande surprise, ça n'a pas été du tout accepté. Donc il a fallu enlever les palettes, quoi. Donc au début, vous voyez, les médias, ça m'a pas aidé, quoi, hein. Et puis après, je pense que c'est comme toute opération, c'est d'abord une opération de communication. Et si vous n'avez pas la communication, vous pouvez super bien faire. Mais on laissera l'équipe en discuter. Mais ça me paraît un petit peu ça, quoi, quand même. Voilà. Et les réseaux sociaux, on ne peut pas s'en passer. Bon, depuis cette opération, l'eau coulait sous les ponts. C'était une crise nucléaire. La crise nucléaire a, je crois, bien avancé. Vous vous souvenez de l'histoire, hein, de la crise nucléaire? Ça a commencé avec TMI. Tout le monde connaît TMI. Qui ne connaît pas TMI? Levez la main. Non. Ah, TMI, Three Mile Island. Donc, cette fameuse crise nucléaire majeure aux États-Unis. Je ne veux pas trop m'avancer, là, ça devient très technique. Mais il y a plein de techniques ici. Donc, en gros, début de fusion ou fusion partielle d'un cœur aux États-Unis sur une centrale nucléaire. Et il y a eu des vraies conclusions qui ont été tirées, un vrai retour d'expérience là-dessus. Après Tchernobyl, 86, si des gens ne connaissent pas Tchernobyl, peut-être, ça va.
Donc la deuxième avancée, il a fallu vraiment réagir et puis se mettre en ordre de bataille. Fukushima, alors Fukushima, aussi fort, peut-être même plus fort en termes de sûreté nucléaire, hein, ça a vraiment fait bouger les lignes. En fait, Tchernobyl, bon, TMI, on s'est dit, bon, c'est un accident. Tchernobyl, on dit c'est les Russes, c'est normal, ils ne savent pas gérer. Bon, jusque-là, c'était un peu facile. Fukushima, on s'est dit comment se fait-il que la quatrième puissance économique mondiale, réputée alors les meilleurs dans le monde du nucléaire, en tout cas les plus avancés, comment peuvent-ils aller à la faute comme ça? Donc là, ça a vraiment percuté les esprits et j'avoue que ça m'a moi-même relativement interloqué et ça a été l'objet de la suite de ma carrière. Il fallait que je participe à la préparation de la crise nucléaire si elle existait un jour en France. Alors, comment on gère ça à l'IRSN? Parce qu'il faut que je vous le dise quand même en 2 mots. Étant de l'IRSN, en 2 minutes 30 à peine, je vais vous faire ça. D'abord, il y a un travail d'expertise, du coup, absolument indispensable. Et j'ai coutume de dire, parce que j'en suis profondément convaincu, qu'en termes d'expertise à l'IRSN, on est les meilleurs du monde. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité. J'ai eu l'occasion d'aller travailler avec les Américains à la NRC, au DOE. Je pense qu'on est plus pragmatique, qu'on est plus sur le sujet encore qu'ils ne le font eux, convaincus que ça n'arrivera jamais. Nous, il y a quand même un petit doute, hein, et c'est ce qui nous permet d'avancer. Voyez. Donc, je crois qu'en termes d'expertise, en termes de capacité de calcul, en termes de modélisation, en termes de modèle inverse, vous savez, on va dans l'autre sens. Il y a eu un rejet à tel endroit et on essaye de voir d'où ça vient et qu'est-ce qu'il y avait dans ce rejet. Tout ça, vraiment, l'IRSN est absolument en tête de liste, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'IRSN en termes de crise? Il faut être capable, lors d'un accident nucléaire, définir pour les pouvoirs publics quand ça va arriver et quelle sera la puissance du rejet et donc les conséquences sur l'environnement. Et ça, c'est absolument majeur. Si vous n'êtes pas capable de dire à votre président de la République ou à votre Premier ministre, parce que tout de suite, ça va aller à ce niveau-là, que la fusion du cœur, c'est dans 20 heures, 36 heures, lui, il a besoin déjà de 15 heures pour évacuer sa population. Si vous n'avez pas une capacité d'anticiper, vous ne servez à rien. Donc c'est ça ce que l'IRSN peut proposer, et c'est ce qui aurait permis sans doute au Japon de mieux réagir face à ça. Et après, la deuxième étape, hein, ce sera sur le post-accidentel, c'est-à-dire être capable de poser un zonage. Quelle est la zone à évacuer? J'allais dire quasiment définitivement, sans en évacuer trop, parce que quand on a évacué, on ne revient pas ou très difficilement. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de majeur là. Et c'est ce qui m'a convaincu dans cette mission IRSN, et c'est pour ça que je suis toujours là. Alors après, ça c'est le savoir, c'est le support technique, et là, il y a de la puissance. Deuxième chose, et c'est pour ça que je suis venu à l'IRSN, c'est travailler le savoir-être, l'esprit de décision, la prise en compte de l'incertitude, et ça, c'est les méthodes de raisonnement, d'interrogation, l'aguerrissement. En fait, il faut bien comprendre que dans une crise de ce type, il y a une période de stupéfaction qui sera majeure et qui va empêcher toute réflexion et toute action. Et le but de l'esprit de crise, c'est de réduire au minimum cette période-là, cette période de stupéfaction, de sidération, pour réagir plus vite, pour ne pas se laisser prendre par les délais. Voilà l'objectif de la crise. Et ça, on le travaille. On le travaille de façon, j'allais dire, atypique. On va travailler sur des sujets de crise en général et on ramène ça ensuite au nucléaire. Voilà. Donc, vous allez voir donc, les sujets que je vous ai décrits en quelques minutes sont quand même absolument passionnants et méritent une vraie réflexion. Merci à tous d'être là pour ça aujourd'hui. Et histoire d'ouvrir encore un petit peu le débat, et ce sera ma dernière phrase, je citerai une citation de Napoléon. Le grand art, c'est de changer pendant la bataille. Malheur au général qui arrive au combat avec un système. Voilà, merci à tous.